Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La pensée de Gaston Bachelard entre science et imagination. Introduction, Gaston Bachelard, né le 28 juillet et juin 1884, et décédé le 16 octobre 1962, est un philosophe français qui a accédé à certains des postes les plus prestigieux de l'Académie française. Son œuvre la plus importante porte sur la poétique et sur la philosophie des sciences. Pour ces derniers, il a introduit le concept d'obstacle épistémologique, de rupture épistémologique. Obstacle épistémologique et rupture épistémologique s'installent dans un registre épistémologique. Bachelard a proposé que l'histoire des sciences regroupe d'obstacles épistémologiques, de structures imposées, impensées, inconscientes, émanantes au domaine des sciences, tels que le principe de division, par exemple, esprit-corps. L'histoire des sciences affirmée, Bachelard, consistait dans la formation et l'établissement de ces concepts, de ces obstacles épistémologiques, puis dans la destruction ultérieure des obstacles. Cette dernière étape est une rupture épistémologique où un obstacle inconscient à la pensée scientifique est complètement rompu. Elle a influencé de nombreux philosophes français ultérieurs, parmi lesquels Michel Foucault, Louis Althusser, ainsi que l'éminent philosophe américain de sciences Thomas Kuhn. Bachelard s'est opposé à l'idée que les faits existaient séparément de la théorie dans laquelle ils ont un sens. Sa compréhension de la méthode scientifique des hypothèses vérifiables était qu'une hypothèse ne découpe pas d'un fait, mais d'une théorie qui tente de rendre compte des faits. Lorsque les hypothèses ne tiennent pas compte de données observables, cela crée la question qui est l'ouverture à ce que Bachelard considérait comme la vraie science. L'œuvre de Bachelard donc est double. Il était à la fois un important épistémologue, c'est-à-dire qu'il réfléchit sur les sciences et le penseur de l'imaginaire et de la symbolique poétique, les sources de sa pensée. Pour la partie épistémologique de son œuvre, il réfléchit sur la science contemporaine, celle de la première moitié du XXe siècle. Sa réflexion sur l'imaginaire, le poétique, s'est nourrie de la lecture de poètes et des écrivains d'Hésiode, Henri Michaud. Enfin, il s'inspire de Carl Gustav Jung et de sa notion d'inconscient collectif. Sa vie maintenant. Bachelard est maître de poste à Bar-sur-Aube, puis étudie la physique avant de s'intéresser enfin à la philosophie. Il fut professeur à Dijon de 1930 à 1940, puis devient le premier titulaire de la chaire d'histoire de la philosophie et de la philosophie des sciences à la Sorbonne à Paris. Les études de Bachelard sur l'histoire et la philosophie des sciences sont des ouvrages tels que Le Nouvel Esprit scientifique, 1934 et la formation de l'esprit scientifique, 1938. S'appuyer sur sa vision de l'épistémologie historique comme une sorte de psychanalyse de l'esprit scientifique, ou plutôt de facteurs psychologiques dans le développement des sciences. Il prend par exemple l'exemple du premier chapitre de Heisenberg du principe physique de la théorie quantique, où il défend alternativement une théorie corpusculaire et une théorie ondulatoire, corrigées l'une par l'autre. C'est là, selon Bachelard, un excellent exemple de l'importance de la formation psychologie-conscience, car il faut corriger le défaut spontané en prenant le contre-pied. Dans le monde anglo-saxon, le lien établi par Bachelard entre la psychologie et l'histoire des sciences a été peu compris. Bachelard a démontré comment le progrès de la science pouvait être bloqué par certains types de schémas mentaux, créant le concept d'obstacle épistémologique. L'une des tâches de l'épistémologie est de clarifier les schémas mentaux utilisés en sciences afin d'aider les scientifiques à surmonter les obstacles à la connaissance
par des développements scientifiques tels que la théorie de la relativité qui a démontré la nature discontinue de l'histoire des sciences. Bachelor s'est associé au concept de rupture épistémologique qui souligne la discontinuité à l'œuvre dans l'histoire des sciences. Bien que le terme lui-même ne soit presque jamais utilisé par Bachelard, mais est devenu célèbre grâce à Louis Althusser. Pour cette raison, il était un critique sévère d'Emile Mersenne, qui soutenait une vision continuiste, continuiste de l'histoire des sciences. Elle a montré que de nouvelles théories intégrées d'anciennes théories dans de nouveaux paradigmes, changer le sens du concept. Par exemple, le concept de masse, utilisé par Newton et Einstein dans deux sens différents. Ainsi, la géométrie non euclidienne ne contredit pas la géométrie euclidienne, mais l'intègre dans un cadre plus large. Un rationaliste au sens cartésien. Bien qu'il prône une épistémologie non cartésienne qui se succédera comme nouvelle théorie à l'épistémologie cartésienne. Il oppose la connaissance scientifique à la connaissance ordinaire dans le nouvelle science, le nouvel esprit scientifique. Il soutient que l'erreur n'est que négativité ou illusion. Scientifiquement, nous pensons la vérité comme la rectification historique de nos longues erreurs. Nous pensons l'expérience comme la rectification de l'illusion première et commune. Le rôle de l'épistémologie est de montrer l'histoire de la production scientifique de concepts. Ces concepts ne sont pas seulement des propositions théoriques, ils sont à la fois abstraits et concrets, imprégnant l'activité technique et pédagogique. Ceci explique pourquoi l'ampoule électrique est un objet de pensée scientifique, un exemple d'objet abstrait concret. Pour comprendre son fonctionnement, il faut passer par le détour de la conscience scientifique. L'épistémologie n'est donc pas une philosophie générale qui vise à justifier le raisonnement scientifique. Au lieu de cela, il produit des histoires régionales de la science. L'une des principales thèses de nouvelle esprit scientifique était que la science, ou bien les sciences modernes avaient remplacé l'ontologie classique de la substance par une ontologie de relation qui pourrait être assimilée à quelque chose comme un philosophe de processus. Par exemple, le concept physique de matière et de rayons correspondait, selon lui, au concept métaphysique de choses et de mouvements. Mais alors que la philosophie classique considérait les deux comme distincts et la chose comme ontologiquement réelle, la science moderne ne peut distinguer la matière de rayons. Il est donc impossible d'examiner une chose immobile, ce qui était précisément les conditions de la connaissance selon la théorie classique de connaissance, devenir impossible à connaître, conformément aux théories de la connaissance d'Aristote et de Platon. L'intuition n'est donc pas primitive, mais construite. Ce thème conduisait Bachelard à défendre une sorte d'épistémologie constructiviste. Outre l'épistémologie, l'œuvre de Bachelard traite de nombreux autres sujets, dont la poésie, le rêve, la psychanalyse et l'imaginaire. La psychanalyse de feu, 1938, et la poétique de l'espace, 1958, comptaient parmi ses œuvres les plus populaires. Premièrement, la philosophie de science. L'histoire des sciences, selon Bachelard, est une histoire discontinue. Il faut psychanalyser l'esprit scientifique. Cette psychanalyse, qui n'est pas, bien sûr, la psychanalyse freudienne, consiste à mettre en évidence le processus inconscient qui bloquait la connaissance, les obstacles épistémologiques sont des représentations qui paraissaient évidentes et qui, à certains moments, ont pu même être utiles, mais qui finissaient par bloquer la connaissance. Il faut alors qu'on réussisse à sauter l'obstacle et opérer ce que Bachelard nomme une rupture épistémologique. Il faut bien voir que ces obstacles sont intérieurs à la pensée scientifique elle-même. Le savoir peut bloquer le savoir puisque la connaissance est une lumière qui projette toujours ses propres ombres. Parmi les obstacles épistémologiques, on citera les connaissances premières qui se révélaient
après coup des erreurs premières. Ce qui est premier n'est en effet pas la vérité, mais l'erreur le processus scientifique est un processus de rectification indéfinie. L'expérience première est le premier des obstacles. Il y a un divorce entre le fait perçu et l'objet scientifique. Ce dernier n'est jamais donné, mais est toujours conçu. Il ne suffit jamais de constater le fait, mais avoir une considération raisonnée. De reste, le fait brut n'existe pas. Tout fait est interprété, mais encore faut-il qu'il le soit rationnellement, mais rien n'est donné. Tout est construit. L'évidence première est source d'erreur. Un autre obstacle est la connaissance générale. Une connaissance générale est presque toujours une connaissance vague. Dire par exemple le corps tombé, c'est croire avoir tout dit, c'est arrêter la pensée. Pourquoi? Puisqu'on croit avoir tout dit, étudier la chute du corps de plus près. La pensée est alors immobilisée. L'obstacle substantialiste rattache toute à une substance fondamentale en oubliant l'importance des relations. Par exemple, on fit de l'électricité une substance jusqu'à lui trouver même un goût. La connaissance scientifique est une connaissance approchée. La précision scientifique est un donnée récente que l'on peut pourrer de découverte au moyen d'approximation qui peuvent nous sembler aujourd'hui afflantées. Bien influente. Bachelard a montré à la fois l'importance de la recherche de la précision, car une science à l'âge de ces instruments de mesure, mais aussi combien il est inutile de donner des précisions non mesurables par les instruments de mesure eux-mêmes. Il est inévitable qu'il reste toujours une marge d'imprécision en physique. La science, non, s'accommode fort bien, quelle qu'il sa marge d'erreur. Bachelard défend l'approximation et révèle le contresens qu'il y a à croire qu'on emprisonnera la réalité dans le mail décimal de plus en plus précise. L'exactitude est un mythe. Deuxièmement, l'imaginaire. Bachelard réhabilite l'imagination dont il souligne l'aspect créateur. En ce sens, elle est une puissance majeure de la nature humaine. On peut la définir comme la faculté de produire des images, à condition de bien différencier l'image du souvenir. Si la mémoire nous ramène au présent, l'image nous trouve vers l'avenir, pas vers le passé. Notre psychisme a deux fonctions. La fonction du réel qui renvoie au passé, la fonction de l'irréel qui est positif et utile, car comment prévoir et inventer sans imaginer. L'imagination est la faculté de déformer les images. Il y a imagination lorsqu'une image occasionnelle détermine une prodigalité d'images aberrantes. Elle est ouverte et évasive. Elle est l'expérience de la nouveauté. Si une image créée par l'imagination devient fixe et prend une forme définitive et familière, habituelle, elle cesse d'être imaginaire. Elle ne nous fait plus rêver ou parler, mais nous fait agir. L'imagination, elle, s'emprisonne dans aucune image. Héritage de Gaston Bachelard. Thomas Kuhn a utilisé la notion bachelardienne de rupture épistémologique, coupure ou rupture épistémologique, telle que réinterprétée par Alexandre Coiré pour développer sa théorie de changement de paradigme. Althusser, Georges Canguilhem, son successeur à la Sorbonne, et Michel Foucault se sont également inspirés de l'épistémologie de Bachelard. La notion d'épistémé de Foucault fut fondée sur les idées de Bachelard. La fille de Gaston Bachelard, Suzanne, a traduit logique formelle et transcendantale de Husserl en français. Les principaux œuvres de Gaston Bachelard, le nouvel esprit scientifique, 1934, la formation de l'esprit scientifique, 1938, puis la psychanalyse de feu, 1938, ensuite la philosophie de nom, 1940, l'eau et le rêve, 1942, la terre et le rêverie du repos, 1946,
La Terre et le rêverie de la volonté, 1948. L'activité rationaliste de la physique contemporaine, 1951. La politique de l'espace, 1957. La flamme d'une chandelle, 1961. Voilà, notre intervention est terminée concernant la pensée de Gaston Bachelard entre science et imagination. Au revoir, merci de votre attention.